Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la difficulté à conserver une richesse générationnelle. Donc, on va d'abord commencer par un exemple. On va parler de la famille Vanderbilt. Donc, Cornelius Vanderbilt a fait initialement fortune dans le commerce de fourrure. Il a gagné vraiment beaucoup d'argent de cette façon. Et puis par la suite, il a réinvesti son argent dans les chemins de fer et dans la marine marchande, dans la marine commerciale. Et en fait, ce gars, quand il est mort en 1877. Il avait une fortune d'environ 100 millions de dollars, 105 millions de dollars, ce qui est autant que le budget de l'État américain à l'époque, et il possède plus de navires marchands que toute l'US Navy, c'est-à-dire que toute la marine de guerre américaine. Et aujourd'hui, ce gars, s'il avait pu conserver sa fortune, mais c'est tout le sujet de la vidéo, vous verrez que malheureusement il n'a pas pu conserver cet argent, s'il avait conservé sa fortune, il serait le 10e homme le plus riche de l'histoire. Et en fait, c'est effectivement le cas, c'est le 10e homme le plus riche de l'histoire. Et ce qui est complètement fou, c'est que les membres de cette famille se sont fait construire plus de 50 maisons à travers le monde, dans tous les endroits les plus luxueux et les plus branchés de l'époque. Et malgré tout ça, 50 ans après la mort du fondateur, l'un des membres les plus éminents de la famille Vanderbilt est décédé en étant complètement ruiné, et environ un siècle après la mort de Cornelius Vanderbilt, il se trouve qu'il n'y avait plus aucun millionnaire dans la famille Vanderbilt, ce qui est complètement fou. On pourrait vraiment se demander comment ça se fait qu'une famille aussi riche n'a plus d'argent et finit par tout perdre en 80 ans, voire 100 ans maximum. Et donc c'est vraiment le sujet aujourd'hui de cette vidéo et dont je voulais vous parler. On va pouvoir aborder ici le point numéro 1 de pourquoi est-ce qu'il est si difficile de garder ce qu'on pourrait appeler une richesse générationnelle. La première raison, et c'est l'une des raisons principales selon moi, c'est vraiment l'inflation. J'avais entendu quelque part que si vous avez 100 millions de dollars en 2025, si vous conservez votre argent et que vous n'y touchez pas, vous ne dépensez absolument rien, après environ 75 ans, en 2100, pour être exact, en 2100, c'est très simple, vos 100 millions de dollars deviennent 7 millions de dollars, ce qui est très très peu. Et donc c'est vraiment ce que je dis ici, l'inflation moyenne, alors 3%, en général, selon un certain nombre d'États, notamment en Occident, un taux d'inflation qui est correct, c'est environ 2% par an. Là, on met 3% par an, mais donc vous pouvez constater que le taux d'érosion, la valeur réelle de votre argent diminue de 50% en 24 ans à peine, ce qui est très très faible. Enfin, je veux dire, vous perdez vraiment beaucoup d'argent assez rapidement finalement, et en fait, si vos actifs ne génèrent pas autant de rendement que l'inflation nette, vous allez mécaniquement vous appauvrir. Et en fait, je m'étais rendu compte, en regardant certaines choses, certains documents, etc., que si, de manière générale, en comptant les impôts, vous ne parvenez pas à maintenir un taux de croissance de 6,5% par an, si vous ne parvenez pas à faire ça, eh bien malheureusement, même si vous ne dépensez pas votre argent, la valeur réelle de votre argent va baisser d'année en année. C'est aussi simple que ça. Et donc ici, je mets un petit exemple. Si vous avez un portefeuille en cash ou une assurance vie de 2% net, dans un monde où l'inflation donc est de 5%, voilà, c'est vraiment l'exemple, hein, mais la perte en moyenne sera de 3% net chaque année. Et sur 20 ans, c'est une perte de plus de 40% de la valeur réelle de votre argent. Alors ensuite, on parle rapidement ici de la dilution générationnelle, donc la division de l'héritage. Ça, selon moi, c'est un peu particulier. C'est-à-dire que si vous avez 100 millions de dollars et que vous parvenez à léguer 100 millions de dollars à vos enfants, de manière générale, vos enfants vont se partager 100 millions de dollars. Mais bon, voilà, évidemment, chaque enfant aura une partie de cet argent. Ça, c'est un petit point sur lequel je vais pas trop m'attarder, mais il est clair que si vous avez des enfants, forcément, votre argent sera divisé entre vos différents héritiers. Et puis ensuite, on a le manque d'éducation financière ou l'absence de discipline. En fait, ici, il est surtout question de l'absence, entre guillemets, de discipline. Les héritiers directs de deuxième ou troisième génération ne sont pas toujours préparés à gérer un patrimoine significatif ou de manière générale de gérer de l'argent. Ils peuvent manquer de volonté, de compétences ou de rigueur dans la préservation de cet argent. Et donc en fait, des études montrent que beaucoup d'héritiers reçoivent leur part sans avoir exercé de création de valeur eux-mêmes, et donc en fait, ils n'ont pas vraiment la notion de l'argent. Ils ont toujours eu de l'argent. En fait, ici vraiment, la question surtout, c'est que certes, il faut une très bonne éducation financière, mais il y a aussi autre chose, et là on revient
au taux de rendement potentiel, et ça va suivre directement le point suivant, c'est que concrètement, aujourd'hui, si vous devez avoir 6% et demi chaque année, si vous ne générez pas un rendement de 6% et demi chaque année sur votre argent va perdre en valeur. Maintenant, très important, si vous avez des impôts qui sont vraiment importants, il va falloir inclure ces impôts dans le taux de rendement que vous souhaitez obtenir sur votre argent. Et puis ensuite, dernière chose, si vous souhaitez tirer une rente de votre argent, il va falloir que le taux d'intérêt soit encore plus élevé que si vous souhaitez simplement conserver votre argent sans le dépenser. Et donc, en fait, le truc, c'est que entre l'inflation, le fait de payer des impôts et le fait de vouloir tirer une rente de votre argent, si vous voulez faire ça, il va vraiment falloir un taux de rendement sur votre argent, sur votre capital, qui soit le plus élevé possible. Et ça, c'est quelque chose qui est assez difficile à faire. Et surtout, et c'est le point que je souligne ici, c'est que concrètement, les héritiers n'ont pas forcément cette espèce de... Ils n'ont pas la notion de se dire, ok, de toute façon, j'ai énormément d'argent, je peux le claquer comme je veux, etc. Mais pas du tout. Pas du tout. En réalité, vous ne pouvez dépenser qu'une toute petite partie de votre argent, et encore, la toute petite partie de votre argent que vous pouvez dépenser, c'est celle qui est en fait issue de votre rente. Si vous dites, je sais pas, moi je tire 8% par an, j'ai un taux de rendement de 8% par an sur mon argent, il y a 6% par an qui en réalité ne servent qu'à conserver mon patrimoine sur le long terme. Ensuite, il y a peut-être 1% et demi qui servent à payer des impôts, et puis ensuite ils serviront notamment à conserver et à solidifier finalement votre capital et à payer certains impôts, etc. Et puis ensuite, vous n'avez finalement que 1% sur les 8% de rendement que vous avez sur votre argent, vous n'avez que 1% que vous pouvez vous permettre de dépenser chaque année pour entretenir et assumer votre train de vie. Mais 1% finalement, sur le fait de pouvoir dépenser seulement 1% de rendement sur tout votre capital, c'est une somme qui est finalement très très faible. Et donc en fait, la plupart du temps, ce qu'on constate, c'est que les héritiers qui parviennent à conserver de l'argent sur le très très long terme, donc des décennies et des décennies, voire des siècles, ces gens-là, ils sont entre être économes et être maladivement radins. Et apparemment, la plupart du temps, ils sont plutôt maladivement radins que économes. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'important. Et donc ici, je rappelle, le système fiscal et la propriété non liquide, notamment dans les pays d'Europe de l'Ouest, les taux d'imposition sur le patrimoine peuvent parfois atteindre 30 ou 40%, ce qui est vraiment énorme. Et puis, ces taux d'imposition en fait sont tellement élevés que parfois ils nécessitent de vendre un certain nombre d'actifs, une certaine quantité de patrimoine. Si vous avez l'immobilier, vous allez être obligé de vendre une partie de votre immobilier pour payer vos impôts. Et voilà, ça c'est quelque chose de compliqué à faire. Et donc finalement, la dernière chose, et je l'ai malheureusement pas mis ici, mais une chose importante, c'est que vous ne devez pas non plus vous ne devez pas être trop défensif sur le taux d'intérêt que vous souhaitez obtenir sur votre argent. Si vous avez une fortune, ou même un patrimoine qu'il soit en fait, et que vous souhaitez conserver ce patrimoine dans le temps, une chose qui est très très importante à faire, c'est de ne pas mettre votre argent sur des produits financiers qui vous rapportent, disons, 1 ou 2% par an, pas 1% par an. Si vous faites ça, en fait, vous êtes battu par l'inflation. L'inflation, sur le long terme, va déprécier la valeur de votre argent. Et donc, malheureusement, la valeur réelle de votre argent à votre mort, par exemple, sera beaucoup plus faible que lorsque vous avez obtenu cet argent, par héritage, par travail, etc., etc. Et donc, c'est pour ça qu'il est très important de ne pas viser un taux de rendement, un taux d'intérêt qui soit trop bas sur votre argent, sinon concrètement, la valeur réelle de votre argent va diminuer. Et c'est vraiment pas à prendre à la légère du tout. C'est-à-dire que dans 80 à 90% des cas, toute la fortune qui aura été générée durant la première génération sera tout simplement perdue. Et donc, ça c'est hyper important aujourd'hui, il faut le retenir. Ce qui est vraiment important donc à retenir, c'est que votre argent, il faut le dépenser intelligemment, il faut donc pas trop le dépenser, il faut obtenir un taux de rendement important, qui soit disons de l'ordre de 8 à 10% par an. Alors c'est pas un conseil d'investissement en soi, mais voilà, 8-10% par an, c'est des choses qui sont facilement atteignables en achetant des ETF ou en passant par d'autres solutions, comme par exemple les cryptos, et donc un rendement stablecoin, c'est quelque chose qui est possible, et que je propose, soit en passant. Mais voilà, il y a vraiment cette notion aujourd'hui que il faut se protéger contre l'inflation en ayant un bon taux de rendement, il ne faut pas trop dépenser votre argent, ou en tout cas ce que vous pouvez vous permettre de dépenser, et si cette somme finalement n'est pas si élevée que ça. Et finalement, il y a cette notion il y a aussi une notion finalement de ne pas dépenser son argent dans des choses qui ne servent à rien. Si vous claquez votre argent dans des fêtes somptueuses, incroyables, de jour en jour, de semaine en semaine, forcément, ça c'est de l'argent qui ne revient pas. Acheter une très belle maison
dans un coin comme l'ont fait les Vanderbilt par exemple, ça peut être une dépense qui peut être ok, puisque la valeur de l'immobilier de luxe notamment augmente relativement vite, mais par contre, si vous dépensez votre argent dans des fêtes, etc., voilà, c'est beaucoup plus discutable, et donc c'est de l'argent que vous allez directement tirer de l'argent que vous allez pouvoir vous permettre de dépenser, en quelque sorte. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous a plu, et je vous dis à bientôt. N'hésitez surtout pas à partager, liker, commenter cette vidéo, ça me ferait vraiment très plaisir, et à bientôt, au revoir.